Accord, désaccord avec Gérard Leclerc sur Radio Classique et Paris Première. Luc, on commence avec la présidentielle autrichienne. L'extrême droite largement en tête, 36% devant le candidat écologiste. Et les deux représentants des deux grands partis de gouvernement, les sociodémocrates et les conservateurs, tout simplement éliminés. Oui, ce qui est frappant, c'est que c'est un mouvement qui gagne toute l'Europe, parce que là, j'étais en Hongrie il y a 15 jours, c'est exactement la même chose. On a une montée des partis d'extrême droite ou des partis, disons, non traditionnels. Les écologistes, en effet, en Autriche sont numéro 2, très largement, avec plus de 20%, je crois, si mes souvenirs sont bons. Et donc, on a là un phénomène qui touche toute l'Europe, qui est probablement assez largement lié, d'ailleurs, à la politique de Mme Merkel d'ouverture aux migrants, qui a produit des effets sur l'Autriche, parce que vous voyez, ce qui est intéressant dans le cas autrichien, c'est que c'est un pays qui est quasiment au plein emploi, l'Autriche, où il n'y a pas de chômage. Donc c'est un pays qui, sur le plan économique et sur le plan social, va très très bien par rapport à la France et a fortiori par rapport aux pays d'Europe du Sud. Donc l'explication sociologique habituelle. Mais non, et c'est pour ça que c'est intéressant. C'est qu'on voit une montée de l'extrême droite qui est absolument pas liée à la situation économique et sociale de l'Autriche, qui encore une fois est très satisfaisante, puisque ils sont au plein emploi. C'est la question identitaire alors? Bien sûr, c'est la question identitaire, la proximité avec l'Allemagne. Moi, je suis un des très rares à droite à penser que Mme Merkel a eu raison dans son ouverture aux migrants. Je sais que toute la droite pense le contraire. Je pense qu'à long terme, c'est même pas simplement une question morale, c'est une question d'intérêt. Je pense que mais en même temps, on voit bien les résultats que ça produit. Évidemment, une montée de l'extrême droite qui est la même en Slovénie, en Hongrie, en Autriche, et donc dans une très grande partie et on verra à la prochaine présidentielle ce qu'il en sera pour le Front National. Mais enfin, ça augure de la suite. On va écouter Marine Le Pen qui était ce matin sur France 2. Elle ne cache pas sa joie, bien évidemment. Je crois que ça devient le sens de l'histoire. Il y a clairement une prise de conscience de la part des peuples européens que l'Union européenne est en réalité une structure de soumission des peuples, une structure antidémocratique qui n'a respecté d'ailleurs aucune de ses promesses, ni en termes de développement économique, ni en termes de protection à l'égard des flux de migrants. L'allié du Front National au Parlement européen vient effectivement d'enregistrer une victoire tout à fait spectaculaire. Je les félicite évidemment de ce résultat. Voilà, elle fait bien évidemment le lien avec son hostilité à l'Europe, d'une façon générale. Évidemment, oui. Alors que l'Europe n'est rien apporté, c'est un argument totalement ridicule et évidemment fallacieux. Le niveau de vie des Français depuis ma naissance, je suis né en 51, a été multiplié par 3 et en très grande partie grâce à l'Europe. Regardez d'ailleurs en 68, 70, quel est l'état de l'Europe. Franco est encore au pouvoir en Espagne. La révolution des œillets n'est pas faite au Portugal. La Grèce est un pays fasciste. Donc tous ces progrès ont été apportés par l'Union européenne très très largement. Donc l'argument de Marine Le Pen est absurde, mais ça marche. Et c'est vrai que l'Europe n'est pas en bon état, l'Union européenne n'est pas en bon état. Si j'étais anti-européen, ma tâche serait beaucoup plus facile qu'en étant pro-européen. N'empêche que l'argument de Marine Le Pen est complètement idiot, il est absurde, il est totalement fallacieux, mais ça marche formidablement, et notamment à cause de cette incapacité qu'a l'Union européenne de s'accorder sur la question des migrants aujourd'hui. Alors il y a la question des conséquences, des leçons à tirer pour la droite. Écoutez Valérie Pécresse, elle était sur France Inter ce matin. On voit la déception d'une partie de la gauche vis-à-vis d'un gouvernement qui les a trahis. Mais tout ça, ça remonte aux promesses non tenues de François Hollande, à ses ambiguïtés de campagne, au fait qu'il avait promis à la gauche réformatrice des réformes qu'il n'a pas faites, à la gauche plus radicale une politique sociale qu'il ne pouvait pas tenir. Donc on voit bien qu'il y a une désespérance qui se traduit par du conflit. Ce type de signal lancé par l'Autriche doit conduire la droite à avoir une extrême exigence. Elle est en position aujourd'hui de remporter les élections présidentielles, mais elle doit se fixer pour objectif de convaincre au maximum. Le fait d'être deuxième au premier tour est en soi déjà un échec. Et c'est ça qu'il faut qu'on se fixe comme objectif, être devant, être premier au premier tour de cette élection. Voilà, là Valérie Pécresse réagissait plutôt sur le meeting cet après-midi et la gauche. Sur l'extrême droite en Autriche, elle disait que ce type de signal doit conduire la droite à être extrêmement prudent. Donc, elle a fait la transition, on va enchaîner donc nous aussi. Donc ce fameux meeting et la gauche, 21 ministres, mais sans Emmanuel Macron pour défendre le bilan de François Hollande, qui est historiquement impopulaire.
Qu'est-ce que tout cela vous inspire, mon cher Luc? Je crois que j'ai jamais rien vu d'aussi grotesque sur le plan de la communication, d'aussi ridicule et d'aussi vulgaire que ce slogan. Qu'un gouvernement défende son président, c'est pas dans votre un gouvernement doit s'adresser à la France. Il ne doit pas s'adresser à la gauche ni à la droite. Quand on est membre d'un gouvernement, on travaille pour l'intérêt général, on travaille pour la France, pour le pays. On n'est pas là pour cirer les pompes du président. En tout cas, pas de manière aussi déraisonnable et aussi visible, aussi agressivement visible. Par ailleurs, quelle est la situation de la gauche? La gauche, elle est divisée en 4 aujourd'hui. Il y a une gauche libérale représentée par Macron, qui du reste n'est pas invité dans ce meeting ridicule. Il y a la gauche républicaine mais frondeuse, disons keynésienne, représentée par les frondeurs, représentée depuis très longtemps par quelqu'un comme Jean-Pierre Chevènement, qui est un homme profondément estimable mais qui est très antilibéral. Il y a une gauche gnagna pauvcon, si je puis dire, pour reprendre la formule de notre académicien préféré, c'est-à-dire les résidus du gauchisme qui invite Varoufakis, place de la République, c'est la gauche Nuit debout. Et puis on a une gauche qui est passée du rouge au vert, c'est la gauche écolo, qui est passée de Mao à Nicolas Hulot, et qui est elle-même explosée, parce que le parti écologiste, ou les partis écologistes, sont eux-mêmes explosés. Qui peut croire sérieusement qui peut être assez crétin, assez niais, assez grotesque pour s'imaginer qu'il suffit d'un slogan comme « Eh oh la gauche » ou « Eh la gauche », c'est même pas ce que ça veut dire. Ça avait fonctionné jusqu'à maintenant, la gauche. Ça a vachement bien fonctionné, en effet, ils sont pas divisés. Électoralement, jusqu'à François Hollande. Non, je parle pour son élection, je parle au niveau des élections. Ah oui. Là, il a quand même été élu en 2012, alors que là, effectivement, comme vous le dites, on a l'impression... On n'est pas en 2012. Oui, on a l'impression que le c'est monsieur 15%. Non, mais attendez, là, c'est monsieur 15%, et les divisions de la gauche, celles que je viens d'évoquer, il y en a 4, encore une fois. Elles sont apparues au très grand jour. Et donc, mais c'est ce qui est nouveau, justement. Qui peut imaginer qu'avec un slogan du type « Eh oh la gauche », on va raccommoder ces brisures, ces ruptures à l'intérieur de la gauche. On a besoin d'idées, ce sont des ruptures doctrinales. Regardez la différence entre la droite et la gauche. La droite, elle n'est pas divisée du point de vue doctrinal entre Juppé, Sarko, Fillon sur l'Europe, ou d'autres. Quand même, ils sont pas tous sur la même. Si, Juppé ou Fillon, par exemple, ou Sarko sont totalement pro-européens. Le maire aussi, donc Valérie Pécresse aussi, NKM aussi. Il n'y a pas de division majeure. Elles sont des divisions de personnes ou éventuellement de méthodes, de stratégie. Est-ce qu'il faut utiliser les ordonnances ou pas dans les 6 premiers mois, mais c'est des questions, je dirais, anecdotiques par rapport au fond. Là, on a des vraies différences de doctrine à l'intérieur de la gauche. Et qui peut, encore une fois, imaginer que ces différences doctrinales qui sont extrêmement profondes et qui, d'ailleurs, historiquement, remontent aux années 20, au schisme entre Léon Blum d'un côté et puis les communistes de l'autre, c'est vraiment la fracture originelle de la gauche. Qui peut croire que la communication puisse remplacer l'intelligence, que la com puisse remplacer la doctrine? Et donc, on a besoin d'un très grand débat à gauche. Enfin, ils ont besoin, c'est pas mon affaire, mais ils ont besoin d'un très grand débat et on essaye de ravauder ces brisures avec de la com débile. Depuis le lip-dub de l'UMP, j'avais pas vu quelque chose d'aussi niais. Voilà. Vous placez la barre très haut. Oui, j'avais en effet placé la barre très haut, je suis d'accord avec vous. Il y a Emmanuelle Coste, la nouvelle ministre du Logement. Ah oui, les grandioses, celle-là aussi. Elle était sur RTL, elle défend cette idée. Ah oui, ça m'étonne pas, oui. À un moment, il faut aussi arrêter de rentrer dans ce bruit médiatique qui est constamment de dire Hollande n'a pas fait ça, Hollande n'a pas fait ça, mais de pouvoir avoir un meeting de gauche et d'expliquer ce que l'on fait, et y compris ce qu'on doit continuer à faire, parce que pour moi, le quinquennat est loin d'être fini. Non, mais ce qui est hallucinant, elle était contre la prolongation de l'état d'urgence, elle est contre l'aéroport de Notre-Dame-des-Landes. Si vous reprenez ses déclarations anti-Hollande depuis 4 ans, elles sont d'une violence hallucinante. Et maintenant qu'elle est au gouvernement, elle tire les pompes du président. Je sais que c'est la règle, mais il y a quand même des limites. On est quand même dans un jeu qui est tellement absurde. Et il faut vraiment prendre les Français pour des andouilles, pour leur faire croire, pour s'imaginer qu'ils vont croire 3 secondes que c'est autre chose de la part de François Hollande qu'une tentative désespérée pour être candidat à la présidentielle contre la montée en puissance de Macron et éventuellement de Manuel Valls. Donc tout ça est tellement cousu de fil blanc. On prend les Français pour des imbéciles, pour des veaux. Or, on a tort parce que c'est pas entièrement vrai, loin de là. Et donc c'est encore une fois, la manœuvre est tellement grossière. Et puis moi j'y insiste, quand on est ministre d'un gouvernement, on s'adresse à la France, on s'adresse pas à la gauche, on n'est pas là encore une fois pour cirer les pompes du président de la République et pour essayer de préparer sa réélection. C'est pas le but d'un gouvernement, même quand on est en train de rentrer en période électorale. Donc tout ça, franchement, j'ai pas de mots, mais c'est misérable.
formidable. Et encore une fois, la com à gauche a remplacé la doctrine. Là-dessus, mon camarade Onfray a totalement raison. On est dans l'ère de la communication et les idées ont totalement disparu de la gauche. La gauche n'a plus aucune idée. Ou alors elle en a 4 qui sont tellement différentes qu'elle n'arrive pas à les raccommoder. Celui qui émet des idées, vous avez cité son nom tout à l'heure, c'est Emmanuel Macron. Il sera pas là cet après-midi. Oui. Emmanuel Macron, alors il y en a qui sont séduits, d'autres qui sont agacés. Vous en pensez quoi, vous ? Non, mais Emmanuel Macron est un homme sympathique et intelligent, mais il n'émet pas d'idées. C'est un social-démocrate tout à fait classique. Il a encore dit il y a quelques jours qu'il voulait supprimer l'ISF, que la gauche ne le satisfaisait pas. Vous appelez ça des idées ? Non, c'est un rocardien. Toutes ces idées ont déjà été exprimées par Michel Rocard et par Dominique Strauss-Kahn depuis des années et des années. C'est simplement l'idée qui a dominé la social-démocratie française intelligente. Je pense à quelqu'un comme Michel Rocard, qui est un peu le père fondateur récent, encore vivant. L'idée qui a dominé la social-démocratie et que Emmanuel Macron reprend sans rien y ajouter, je suis désolé de le dire, mais c'est la vérité, c'est qu'il faut être libéral pour la production et social-démocrate pour la répartition des richesses. Mais ça plaît pas à gauche, voilà. C'est la gauche, mais non, c'est la gauche social-démocrate depuis toujours, c'est la gauche social-démocrate dans toute l'Europe, c'est la gauche social-démocrate de Tony Blair, c'est celle de Helmut Schmidt, c'est celle de Gerhard Schröder. Dans toute l'Europe social-démocrate, c'est comme ça qu'on a pensé l'économie. On a toujours dit, pour répartir la richesse, faut d'abord la produire. Voilà. Et donc, pour produire la richesse, il y a qu'un seul système de production de la richesse, c'est le libéralisme. Donc, faut être libéral en économie pour être de gauche en politique sociale. Alors, comment donc, vous expliquez son succès si c'est aussi ancien et vous dites il n'y a rien de nouveau, mais en même temps, il y a quand même un vrai phénomène Macron. Mais il était inconnu il y a 2 ans et aujourd'hui, il est quasiment favori à gauche pour la présidentielle. Non, pardon, j'allais dire vous trompez, j'ai pas le droit de dire ça, mais je le dis amicalement. Non, il y a la conjonction de deux réalités. Un, le fait que c'est un jeune homme. Il est jeune, il est sympathique, il est intelligent et il modifie, en plus il est beau gosse, et il modifie le paysage politique français. Les Français nous en avons tous par-dessus la tête de la vieille politique, et donc on est dans une société du renouvellement permanent, et donc ça bénéficie à la fois à Bruno Le Maire à droite et à Emmanuel Macron à gauche. Donc ça, c'est le phénomène de fond. Et puis par ailleurs, eh bien, il y a le fait, comme toujours quand la gauche accède au pouvoir, elle est obligée de devenir en fin de parcours plus ou moins libérale, parce que la réalité économique, elle est libérale tout simplement. Et donc Macron, il incarne cette double lame de fond, à la fois d'une gauche au pouvoir qui est obligée de se tourner vers le libéralisme. Alors on dit elle a trahi. Oui, elle a trahi en effet la campagne de Hollande, mon ennemi c'est la finance, etc. Tout ça, en effet, apparaît comme une trahison. C'est la vraie faute de Hollande. Bon, et puis en même temps, il incarne un renouveau, il incarne la jeunesse. Il a une jolie femme, sympathique. Enfin, tout ça fait partie de la société médiatique actuelle. Mais sur le plan doctrinal, encore une fois, c'est un rocardien. Voilà, c'est pas une nouveauté. C'est un social-démocrate. Il n'est pas différent de Helmut Schmidt, de Gerhard Schröder ou de Tony Blair. Allez, on termine par un tout autre sujet. Je recevais tout à l'heure Chador Javan pour son livre sur l'Iran, Les putes voilées n'iront jamais au paradis. La une c'est un très bon livre. Oui. La une du Figaro Magazine, c'est les intellectuels et l'islam. Et on voit qu'il y a un clivage on le voit même avec les photos de ceux qui sont à la une, qui dépasse un peu la droite et la gauche, puisqu'on trouve à la fois Michel Onfray, Zineb El Razoui, et aux côtés d'Alain Finkielkraut, de Michel Houellebecq et d'Éric Zemmour. Donc, sur ces intellectuels qui dénoncent les dangers de l'islam, quand d'autres, au contraire, ont tendance plutôt à crier à l'islamophobie. Vous pensez de quoi tout ça ? D'abord, j'ai une très très grande admiration pour ceux qui viennent du monde musulman, qui sont de culture musulmane, qui sont même éventuellement musulmans, et qui s'opposent au salafisme, parce qu'eux, ils risquent leur vie. Et puis par ailleurs, je trouve qu'il y a quelque chose d'extrêmement sympathique chez mon ami Michel Onfray, quand sachant qu'il vient de l'extrême gauche, c'est quelqu'un qui a été d'abord du côté de Besancenot, puis de Mélenchon, et puis qui en est revenu, et voilà, et donc voilà, et qui est revenu de l'extrême. Voilà, je vous lis ce qu'il écrit dans le Figaro, parce que juste une petite phrase. Je sais qu'il faut jamais lire à la radio, c'est un tunnel, mais écoutez bien, parce que qu'un homme qui vient de l'extrême gauche puisse écrire ça est quand même formidable. La plupart du temps, la gauche qui se dit anticapitaliste assimile le capital, le capitalisme, l'argent, les États-Unis, les Juifs, Israël dans une même réprobation. Plus la gauche est de gauche, plus elle force le trait dans cette direction. Il n'est pas étonnant que celui qui se montre le moins à gauche sur l'échiquier politique de gauche, comme Manuel Valls, se trouve être le plus lucide sur les problèmes posés par l'islam politique. Qu'un homme qui vient de l'extrême gauche puisse avoir suffisamment réfléchi pour prononcer cette phrase que je pourrais signer des 2 mains et des 2 pieds, ça m'enchante. Voilà, je trouve qu'il y a quand même une vraie évolution. Par ailleurs, la une du Figaro, c'est une nébuleuse. Voilà, il y a à la fois Houellebecq, Bruckner, Finkielkraut, Onfray. Ce
sont des gens qui sont extrêmement différents entre eux. Et donc leur point commun, qui se retrouvent, oui. C'est la critique de l'islamisme. Bon, on est tous d'accord là-dessus, mais je dirais qu'il suffit pas de critiquer l'islamisme pour avoir une œuvre. C'est un autre problème. On peut pas mélanger des êtres aussi différents entre eux que ces intellectuels-là, simplement parce qu'ils ont comme point commun d'être hostiles à l'islamisme radical, ce qui encore une fois rassemble 90% des Français. Merci Luc Ferry, il est 8h55 sur Radio Classique. Bonne journée à nos amis de Paris Première. À venir sur Radio Classique, la bourse, le rappel des titres avant Ève Ruggieri et Christian Morin.